Le PDG millionnaire a invité sa femme de ménage à une soirée de luxe pour se moquer d'elle, mais quand elle est arrivée, tout le monde est resté sous le choc. Le château Morel s'étendait sur une colline paisible de la Bourgogne, entourée de vignes ordonnées avec une précision presque militaire. Cette bâtisse séculaire, restaurée avec un luxe ostentatoire, témoignait du pouvoir et de la fortune de Jean Morel, propriétaire de l'un des plus vastes domaines viticoles de la région. Chaque pierre du château respirait l'arrogance de son maître, un homme habitué à ce que le monde se courbe devant lui. À 39 ans, Jean incarnait le succès à la française. Costume sur mesure, montre suisse à plusieurs dizaines de milliers d'euros, goût raffiné et un mépris poli pour ceux qu'il jugeait en dessous de sa caste. Lui-même fils d'un notaire et d'une antiquaire parisienne, Jean avait hérité d'une fortune considérable, qu'il avait multipliée grâce à un flair incontestable pour le commerce du vin de prestige. Il aimait les réceptions somptueuses, les partenariats stratégiques, les interviews dans les magazines spécialisés. Il méprisait le banal et tolérait à peine ceux qui n'appartenaient pas à son monde. Chaque matin, il parcourait les hectares de son domaine, vêtu comme un dandy, saluant d'un simple geste les ouvriers agricoles. À ses yeux, l'élégance se mesurait au silence imposé aux autres. C'est dans cet univers fastueux qu'arriva Élodie Laurent, nouvelle employée domestique recrutée sans trop d'attention. 30 ans, originaire d'un petit village des Cévennes, elle avait été engagée par l'intendante du château sur recommandation. Elle était discrète, presque invisible. Son regard ne cherchait jamais celui de Jean, et pourtant, sans le vouloir, elle captait quelque chose. Une posture droite, une façon calme de se mouvoir, une élégance silencieuse dans chaque geste. Elle n'était pas de ce monde, mais elle n'en semblait pas moins déplacée. Jean, au début, ne prêta guère attention à cette silhouette modeste qui préparait le petit déjeuner, nettoyait les salons ou réarrangeait les fleurs. Mais certains détails le troublaient. Une fois, il la surprit dans la bibliothèque, replaçant des ouvrages rares avec un soin expert. Une autre fois, il remarqua qu'elle ajustait les verres de dégustation avec une précision étonnante, digne d'un sommelier. Il n'y avait chez elle ni hésitation, ni maladresse. Trait qu'il s'attendait à trouver chez une employée de cette extraction. Les autres membres du personnel se montraient curieux à son sujet. On disait qu'elle ne parlait presque jamais d'elle, qu'elle n'avait aucun accent marqué, qu'elle lisait pendant ses pauses, qu'elle refusait systématiquement les invitations à sortir. On la respectait sans vraiment savoir pourquoi. Certains pensaient qu'elle avait travaillé dans une maison bourgeoise, d'autres murmuraient qu'elle avait fui quelque chose. Jean ne s'y attarda pas davantage. Il la classa dans la catégorie des gens efficaces mais sans importance, ceux qui font tourner les rouages sans jamais apparaître sur les photos. Pourtant, au fond de lui, une gêne sourde commençait à germer. Ce n'était pas de l'attirance, ni même de la sympathie. C'était plutôt une énigme qui l'irritait, une personne qu'il n'arrivait pas à cerner dans un monde qu'il contrôlait pourtant si bien. Il tenta de la prendre en défaut, de repérer un faux pas, un oubli, un indice d'amateurisme. Mais Élodie ne trébuchait jamais. Elle semblait même anticiper les attentes, comme si elle connaissait les règles du jeu sans y jouer vraiment. Cette perfection silencieuse le dérangeait. Une fin d'après-midi, alors qu'il traversait le jardin pour une réunion avec un importateur japonais, Jean s'arrêta en apercevant Élodie, accroupie près des rosiers. Elle taillait une branche, concentrée, absorbée par le geste. Il la regarda, sans qu'elle ne s'en rende compte. Il se surprit à penser qu'elle avait quelque chose de noble, de précis, presque trop pour ce rôle modeste qu'elle occupait. Ce fut à ce moment précis, sans qu'il ne sache pourquoi, qu'il prit une décision étrange, un caprice né d'un mélange d'orgueil et de curiosité. Il voulait voir jusqu'où elle tiendrait dans un monde fait pour l'intimider. Il voulait la sortir de l'ombre pour prouver qu'elle n'y avait jamais eu sa place. Il ne le savait pas encore, mais en faisant cela, il venait d'ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Le salon du château, baigné par la lumière tamisée d'un lustre en cristal, résonnait des rires feutrés de Jean Morel et de ses invités privilégiés. Autour de la table basse en marbre, trônaient 3 de ses amis les plus proches. Charles Duret, héritier désinvolte d'une maison de Cognac, Mathieu Blanc, chroniqueur mondain cynique, et Florence Chevalier, galeriste à Saint-Germain-des-Prés au sourire toujours ironique. Le vin, millésimé et rare, coulait en abondance, tout comme les remarques mordantes sur le monde extérieur à leur sphère. La conversation glissa rapidement vers la réception à venir. Jean organisait son traditionnel bal annuel,
Une soirée d'élite où se mêlaient politiciens, artistes, investisseurs et aristocrates européens. L'événement prévu pour le week-end suivant promettait d'être encore plus fastueux que les précédents. Jean y voyait une scène idéale pour démontrer son influence et sa grandeur. Il aimait être le centre, l'étoile, autour de laquelle gravitaient les autres. C'est alors, entre deux verres, que Charles lança sur le ton de la plaisanterie « Et si tu invitais une de tes domestiques à la fête, juste pour voir ce que ça donne ?» Les autres rirent, Jean aussi au début. Puis son regard se perdit quelques secondes vers la fenêtre. Il repensa à Élodie, toujours aussi discrète, toujours présente sans jamais s'imposer. L'idée fit germer quelque chose dans son esprit. Il la contempla avec un amusement teinté de cruauté. « Pourquoi pas, dit-il, ce serait presque un test sociologique, une incursion du réel dans notre bulle. » Mathieu haussa un sourcil. « Tu veux dire l'humilier comme un divertissement ?»« Non, pas directement, répondit Jean avec un sourire ambigu. Je veux juste voir comment elle réagirait. C'est une simple invitation, voyons. Peut-être qu'elle refusera. » Florence pencha la tête, moqueuse. Ou peut-être qu'elle acceptera. Et dans ce cas, la soirée promet d'être bien plus divertissante que prévu. Le ton se voulait léger, mais il y avait dans l'air une tension que personne ne releva vraiment. Jean, pour sa part, sentait un frisson de contrôle lui parcourir l'échine. Il tenait entre ses mains le pouvoir de la déplacer d'un monde à un autre, d'en faire une étrangère dans un décor trop grand pour elle. Il n'imaginait pas une seconde qu'elle pourrait y trouver sa place. Le lendemain, il prépara l'invitation avec le même soin qu'il accordait à ses contrats commerciaux. Il la fit imprimer sur un papier à en-tête gaufré, l'enveloppa d'un ruban de soie et la déposa lui-même sur le plateau du petit déjeuner, destiné à Élodie. Lorsqu'elle entra dans l'office, il était là, appuyé contre la porte, les bras croisés. « Mademoiselle Laurent, dit-il d'une voix aimable, je vous convie personnellement à ma soirée de gala. Une petite curiosité personnelle. Je pense qu'il est temps que vous découvriez un peu du monde que vous servez si discrètement. » Elle leva les yeux vers lui. Ses mains s'arrêtèrent brièvement, puis reprirent leur mouvement. Elle saisit l'enveloppe, l'ouvrit sans empressement, lut le contenu. Pas une seule émotion ne traversa son visage. « Merci, monsieur, répondit-elle simplement. Jean, désarçonné par l'absence de surprise ou de gêne, tenta un sourire plus appuyé. « Ce sera un bal de prestige. Tenez-vous prête, les codes sont exigeants. J'en prends bonne note. » Et elle tourna les talons, comme si l'invitation n'avait rien d'exceptionnel. Jean resta figé, troublé par cette réaction qui ne correspondait à aucun des scénarios qu'il avait imaginés. Où était la panique? L'excitation? Le refus poli? Rien de tout cela, juste un accord serein. Cela ne l'amusait plus autant qu'il l'aurait cru. Dans les jours qui suivirent, Jean tenta de surprendre chez elle un signe d'angoisse, une tentative maladroite de comprendre ce qu'elle devait porter ou comment se comporter. Mais Élodie ne changea rien à ses habitudes. Elle travaillait avec la même rigueur, les mêmes gestes silencieux. Il la vit polir les couverts en argent, dresser les tables d'un déjeuner d'affaires, ranger la cave avec une précision presque maniaque. Tout était normal, trop normal. La curiosité de Jean devint peu à peu obsession. Il se demanda d'où elle venait vraiment. Pourquoi elle n'avait pas l'air déplacée, même au milieu des marbres et des tapis persans. Il chercha à obtenir plus d'informations, interrogeant discrètement l'intendante, mais celle-ci ne savait presque rien. « Ça laisse réservé, » dit-elle, très professionnelle. Elle n'a pas parlé de sa famille, ni de ses projets. Jean n'était pas rassasié. Il avait l'impression d'avoir tendu un piège, et que la proie y était entrée avec une assurance qu'il n'avait pas prévue. Il n'en démordait pas. Le bal allait révéler sa vraie nature, et il serait là pour voir chaque seconde de cette révélation. La semaine précédant la réception au château Morel s'étira dans une atmosphère tendue et subtilement altérée. L'invitation d'Élodie n'était un secret pour personne parmi le personnel. Les murmures se multipliaient dans les couloirs, portés par des regards furtifs et des soupirs silencieux. Les cuisiniers, les jardiniers, les femmes de chambre, tous savaient que quelque chose d'inédit allait se produire. Une domestique conviée à un bal réservé à la haute société. Ce n'était pas simplement inhabituel, c'était un affront aux règles tacites qui régissaient ce lieu depuis des décennies. Mais Élodie, elle, ne semblait ni flattée ni troublée. Elle poursuivait son travail avec la même précision méticuleuse, le même calme mesuré. Elle n'abordait jamais le sujet, n'évoquait aucune préparation, ne sollicitait aucun conseil. Certains pensaient qu'elle avait décliné l'invitation en privé.
D'autres soupçonnaient qu'elle ne comprenait pas la portée réelle de l'événement. Mais personne n'osait lui poser la question directement. Jean, lui, observait. Il prétendait l'ignorer, mais ses regards étaient plus fréquents, plus prolongés. Il l'espionnait presque, cherchant la moindre faille dans son masque impassible. Il attendait le moment où elle se tournerait vers lui pour demander de l'aide. Une robe, un coiffeur, un protocole. Il s'était préparé à lui offrir tout cela, mais elle ne demanda rien. Et cela l'exaspérait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il essaya de la surprendre un matin, dans la salle à manger, en arrivant plus tôt que prévu. Elle y était déjà nettoyant les chandeliers. « Alors, mademoiselle Laurent, vous préparez-vous pour samedi ?» demanda-t-il en feignant la légèreté. Elle leva les yeux, croisa son regard un instant. « Oui, monsieur, » répondit-elle simplement. « Vous avez déjà une tenue ?»« J'ai ce qu'il faut, oui. » Elle replongea dans son travail. Jean resta debout, mal à l'aise. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il aurait voulu un peu d'émoi, une hésitation, une gratitude embarrassée. Mais il n'y avait rien, juste ce calme imperturbable, presque insolent dans sa sérénité. Ce fut à ce moment qu'il comprit que quelque chose clochait. Il avait lancé une provocation, espérant une réaction humaine, désarmée. Et il récoltait une acceptation tranquille, comme si elle avait attendu cette invitation toute sa vie. Il la regarda s'éloigner dans le couloir, silhouette droite, pas rapide et silencieux. Il sentit pour la première fois une pointe de doute s'immiscer dans son assurance. Pendant ce temps, dans les étages du château, d'autres interrogations naissaient. L'intendante, Madame Valette, observait Élodie avec une attention nouvelle. Elle l'avait recrutée pour son efficacité et sa discrétion, mais désormais, elle se demandait si elle avait réellement su à qui elle avait affaire. Un matin, elle tenta une approche. « Élodie, tu sais, pour le bal, si tu as besoin de quoi que ce soit, merci, Madame Valette, mais tout est sous contrôle. Tu comptes y aller seule ?»« Oui. » La réponse était ferme, mais sans arrogance. L'intendante n'insista pas. Il y avait dans cette simplicité quelque chose de déroutant. Élodie ne semblait ni pressée de se confier, ni décidée à fuir. Dans les cuisines, les paris allaient bon train. Certains misaient sur un désastre vestimentaire, d'autres sur une disparition de dernière minute. Mais au fond, tous attendèrent de voir. Le château, d'habitude si réglé, était désormais suspendu à l'attente d'un événement imprévu. Jean, quant à lui, se réfugia dans les préparatifs du bal. Il contacta ses fournisseurs, confirma la venue des invités prestigieux, supervisa le montage du chapiteau dans les jardins. Il fit venir un chef étoilé, un orchestre de jazz, une décoratrice florale de renom. Tout devait être parfait. Mais au fond de son esprit, une pensée revenait en boucle. Et si Élodie ne tombait pas dans le piège? Et si elle se révélait à la hauteur de la scène qu'il avait dressée pour l'exposer? Un soir, en consultant la liste des invités, il resta pensif devant la ligne ajoutée en bas à la main. « Mademoiselle Élodie Laurent, personnel du château. » Il hésita à la rayer, mais il ne le fit pas. Il voulait voir, il devait voir. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il n'était plus le seul à attendre cette soirée, car dans l'ombre, Élodie aussi préparait son entrée. Pas avec précipitation ou vanité, mais avec une conscience aiguë de ce que ce moment allait signifier. Elle savait ce que l'on attendait d'elle, et elle comptait bien ne rien donner de ce que l'on espérait. Le château Morel, d'ordinaire un havre d'élégance silencieuse, vibrait à l'approche de la grande réception. Les couloirs étaient envahis par des allées et venues fébriles, les pièces principales baignées de lumière pour accueillir les décorateurs, les livreurs de mobilier, les experts en sonorisation et les techniciens d'éclairage. Jean dirigeait tout d'une main ferme, plus exigeant que jamais, veillant au moindre détail avec cette obsession du prestige qui le caractérisait. La grande salle avait été vidée de ses meubles d'apparat pour faire place à une piste de danse en marbre noir poli, bordée de colonnes de verre transparentes qui scintillaient sous les premières installations lumineuses. Les balcons intérieurs, d'où les musiciens joueraient, étaient ornés de guirlandes de fleurs fraîches, venues d'Italie, sélectionnées selon une palette chromatique strictement respectée. Les caves étaient inspectées chaque matin pour s'assurer que seuls les millésimes les plus rares seraient servis. Tout devait respirer l'excellence. Au sein du personnel, l'agitation montait. On redistribuait les rôles pour la soirée, chacun devant se montrer irréprochable. Dans cette frénésie, un sujet revenait dans toutes les bouches. Élodie. Depuis que la rumeur de sa participation à la fête s'était confirmée,
Les commentaires fusaient, rarement à voix haute, mais avec une insistance presque palpable. « Tu crois qu'elle va venir ?» demanda une femme de chambre en lissant le linge de table. « Elle a accepté, en tout cas. C'est Jean lui-même qui l'a invitée, » répondit un serveur, incrédule. « Tu crois que c'est une blague? Pour se moquer d'elle? Tu connais Jean? Il appelle ça un jeu de société. » Certains se montraient moqueurs, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns, en silence, nourrissaient une forme d'admiration voilée. Elle avait été invitée, elle avait dit oui, et elle restait impassible. Jean, malgré ses responsabilités, n'avait pas oublié l'objet de son petit expériment. Il lançait ici et là des pics à double tranchant. « N'oubliez pas de réserver un siège pour notre invité spécial, » disait-il à l'intendante, le ton faussement léger. « Peut-être devrions-nous prévoir un plan B au cas où elle changerait d'avis. » Ses paroles étaient enveloppées de sarcasme, mais son regard trahissait un trouble plus profond. Il ne comprenait pas cette absence de réaction. Il l'avait vue travailler encore la veille avec la même concentration, comme si rien n'avait changé. Elle ne faisait aucun commentaire, ne demandait rien. Elle semblait inatteignable, et cela l'irritait plus qu'il ne l'aurait cru. Ce matin-là, alors que le personnel s'activait autour du grand buffet, Élodie travaillait seule dans la serre, un lieu rarement fréquenté par les autres employés. Elle cueillait à la main quelques herbes aromatiques qu'elle utiliserait pour les compositions florales des salons privés. Sa présence là-bas, tranquille, hors du tumulte général, semblait presque anachronique. Elle ne fuyait pas l'agitation. Elle s'en tenait simplement à l'écart, comme si elle n'était pas concernée. Madame Valette s'approcha d'elle, le pas hésitant. Elle la trouvait trop calme. Elle devait comprendre, lui parler. Elle posa une main légère sur son épaule. « Élodie, tu es sûre de toi? Cette soirée, c'est un monde à part. Ils ne sont pas tendres. » Élodie se retourna, le regard doux mais déterminé. « Je le sais, madame. Je n'y vais pas pour me faire aimer. Tu sais que certaines personnes n'y verront qu'un prétexte pour te rabaisser. Elles peuvent essayer. » Il n'y avait ni défi ni provocation dans sa voix, juste une certitude tranquille. Madame Valette n'insista pas. Elle hocha lentement la tête, puis s'éloigna, un peu troublée. Elle avait cru jusqu'ici qu'Élodie venait d'un monde simple, sans artifice, qu'elle était une femme modeste, presque naïve. Mais plus les jours passaient, plus elle se demandait si elle ne s'était pas trompée sur toute la ligne. Ce soir-là, alors que le château s'endormait dans un calme provisoire, Élodie descendit discrètement au sous-sol. Là, dans un petit local qu'elle avait discrètement aménagé, elle sortit une boîte ancienne, enveloppée dans du tissu de lin. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un vêtement soigneusement plié. Un tissu qui ne portait pas la marque du temps, mais celle d'une histoire. Ses doigts effleurèrent la matière en silence. Ses yeux se fermèrent un instant. Elle n'était pas en train de choisir une robe. Elle réveillait une mémoire. Le lendemain matin, alors que le château s'emplissait du tumulte des derniers préparatifs, Élodie monta dans un vieux train en direction de Paris. Elle avait demandé un jour de congé à Madame Valette, sans fournir d'explication. L'intendante, bien qu'étonnée, le lui avait accordé, poussée par une intuition silencieuse que ce déplacement n'avait rien de banal. Arrivée en fin de matinée à la gare de Lyon, Élodie ne prit ni taxi ni métro. Elle marcha, le pas sûr, jusqu'à une ruelle discrète du 6e arrondissement. Là, entre une librairie de quartier et un atelier de restauration de tableaux, se trouvait une boutique sans enseigne, une vitrine sobre, poussiéreuse, aux rideaux tirés. Seuls les initiés savaient ce qu'elle renfermait. Elle frappa 3 coups légers. Une voix grave répondit de l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement. « Mademoiselle Laurent !» Enfin, le vieil homme qui lui faisait face avait le port altier malgré les ans. Il portait un costume gris pâle parfaitement coupé, une chemise blanche au col amidonné. Ses yeux clairs brillaient d'un mélange de surprise et de satisfaction. Il lui prit les mains, comme s'il retrouvait une parente perdue. Cela faisait si longtemps. « Bonjour, maître Gaspard, dit-elle simplement. L'intérieur de l'atelier était un sanctuaire du textile. Des rouleaux de soie, de dentelle et de velours reposaient sur des étagères anciennes. Des croquis au fusain couvraient les murs, aux côtés de photographies en noir et blanc d'un autre temps. Gaspard Lemoine, dernier de sa lignée, avait été tailleur pour les maisons de couture les plus exigeantes, habillant des figures oubliées de la haute société française. Depuis des années, il ne recevait plus que de très rares clientes, triées sur le volet. Il guida Élodie jusqu'à une pièce attenante, baignée d'une lumière douce.
Elle ouvrit la boîte qu'elle avait portée jusque-là. À l'intérieur reposait une robe ancienne, d'un bleu profond, presque nuit. Une coupe intemporelle, des coutures invisibles, un tombé parfait. Ce n'était pas une robe ordinaire. Elle portait la signature de feu Armand Célestin, un couturier disparu dans les années 90, dont les créations n'avaient jamais été reproduites. Gaspard, en voyant la robe, posa une main tremblante sur sa poitrine. « C'est bien celle-là. Je l'ai aidée à la coudre, tu sais. Ton père m'avait demandé de la garder pour un jour spécial. » Élodie acquiesça en silence. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. Le tailleur comprenait tout. Il savait d'où elle venait, ce qu'elle avait traversé, et pourquoi ce moment précisément était celui où la robe devait réapparaître. Elle a été conçue pour sublimer sans éblouir, pour révéler, sans jamais trahir, murmura-t-il. Il faudra juste quelques ajustements. Il se mit aussitôt à l'ouvrage, avec une énergie rajeunie. Il prit les mesures, nota les modifications, fit glisser les épingles avec une précision chirurgicale. Élodie se tenait droite, regardant son reflet dans le miroir. Elle ne souriait pas. Elle se préparait. Pendant les heures suivantes, ils échangèrent peu de mots. Gaspard parlait à demi-voix, parfois en murmurant des souvenirs, d'autres fois en chantonnant des airs anciens. Il ne demandait pas de détails. Il savait que la robe allait faire son retour dans un monde qu'il avait oublié, mais dont elle connaissait chaque règle. En fin d'après-midi, la robe était prête. Gaspard la remit à Élodie avec une révérence discrète, comme s'il confiait un trésor à sa légitime héritière. « Ce soir-là, tu ne seras pas déguisée, tu seras toi. » Elle le remercia, puis repartit avec le même calme que celui de son arrivée. En quittant l'atelier, elle se fondit dans la foule parisienne, une boîte simple à la main. Personne ne pouvait deviner ce qu'elle transportait. Mais bientôt, tout le monde saurait. Au château, Jean se préparait à recevoir les derniers invités d'honneur. Il ne savait rien de ce voyage à Paris. Il ignorait que celle qu'il avait invitée pour l'humilier s'était rendue chez l'un des derniers artisans d'un monde qu'il croyait dominer. Il continuait de croire qu'Élodie Laurent serait surprise, mal à l'aise, déplacée. Il n'avait pas compris qu'elle ne venait pas pour découvrir ce monde. Elle venait pour y reprendre sa place. Le soir tant attendu arriva enfin. Le château Morel, illuminé comme un palais d'opéra, resplendissait dans la nuit bourguignonne. Des flambeaux bordèrent l'allée principale, guidant les voitures de luxe, les limousines et les berlines noires vers l'entrée principale. Des valets en livrée accueillaient les invités tandis que les premières notes de jazz résonnaient depuis la mezzanine. Le bal annuel du magnate des vins battait son plein. Jean, vêtu d'un smoking noir taillé à Savile Row, faisait son entrée comme un acteur principal montant sur scène. Il saluait avec assurance, embrassait les dames aux mains parfumées, échangeait des plaisanteries discrètes avec des ministres, des collectionneurs, des critiques d'art. Il était dans son élément. Chaque détail avait été pensé pour magnifier son pouvoir. Les lustres, les compositions florales, les grands crus servis dans des verres de cristal taillés. C'était un monde qu'il contrôlait, qu'il avait façonné à son image. Pourtant, un frisson d'imperfection flottait dans l'air. Quelque chose manquait. Un murmure à peine perceptible parcourait la salle. Certains invités chuchotaient entre eux en scrutant les visages. « Où est-elle » demanda une actrice de cinéma en sirotant un cocktail rare. « Celle dont tout le monde parle. La domestique invitée » souffla un galeriste curieux. « Ce serait dommage qu'elle se défile. » Jean entendait ces remarques. Il n'y réagissait pas, mais son sourire se crispait à chaque allusion. Il jeta plusieurs fois des regards vers la grande porte, comme si l'ombre d'Élodie allait apparaître à chaque instant. Mais rien. Pas même un bruit de pas, pas même un signe. Les heures passèrent. Le buffet fut ouvert. Les conversations s'animèrent. Des diplomates échangeaient avec des artistes contemporains. Des sommeliers expliquaient les subtilités des crus Morel à des financiers étrangers. Le bal atteignait son apogée. Mais l'absence demeurait. Jean, pour la première fois, ressentit une forme d'impatience qu'il ne savait nommer. Il avait préparé cette scène, attendu le moment de dévoiler son expérience, de provoquer cet instant d'embarras que tous guetteraient. Il avait imaginé le malaise, les regards gênés, les sourires forcés. Et voilà qu'elle manquait à l'appel. Elle osait lui faire faux bond. Ou peut-être avait-elle compris? Peut-être avait-elle eu peur? Il se servit un verre de son propre vin, sans le déguster. Il se dirigea vers la terrasse, le regard sombre. À l'intérieur, la fête battait son plein, mais à ses yeux, elle perdait de sa saveur. Il n'y avait plus de théâtre.
plus de mise en scène, juste une salle pleine de masques bien élevés. Florence Chevalier, sa complice habituelle des jeux sociaux, le rejoignit, sourire en coin. « Toujours pas de traces de ta Cendrillon? Tu l'as trop sous-estimée, mon cher. Elle a peut-être compris la farce. » Jean haussa les épaules. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement rien apporté, ou personne pour l'habiller. « Tu crois encore qu'elle appartient à ton monde ou au sien ?» lança-t-elle, énigmatique. Il ne répondit pas. Il sentit un malaise se glisser sous sa peau, une sensation inédite. Ce n'était plus un jeu, c'était une énigme qu'il n'arrivait plus à résoudre. Et puis, soudainement, le silence tomba dans la salle. Un silence dense, inattendu, qui effaça le brouhaha des conversations, la musique, le tintement des verres. Un frémissement parcourut la foule, comme un souffle retenu. Jean se redressa. Il comprit, avant même de se retourner, que ce moment qu'il attendait, ce moment qu'il avait cru pouvoir orchestrer, venait d'arriver. Mais il ne lui appartenait plus. Elle apparut dans l'encadrement de la grande porte comme une apparition drapée dans le silence. Le bruit s'était figé d'un seul coup, les conversations interrompues à mi-mot, les regards happés, suspendus. Élodie Laurent se tenait là, droite, calme, le regard levé. La robe qu'elle portait semblait défier le temps, un bleu profond caressant la lumière comme une mer tranquille. La coupe, classique mais impossible à dater, dessinait une silhouette sobre, élégante, dénuée de toute ostentation, et pourtant irréfutable. La salle, pleine des plus grands noms de Paris, demeura figée. Il n'y eut pas de murmures immédiats, pas d'éclat. Seulement ce battement de cœur collectif, ce moment où chacun tentait de comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était pas une domestique qui entrait. Ce n'était pas une invitée égarée. C'était une femme qui portait l'histoire d'un monde disparu, une dignité qui n'avait besoin de justification. Un vieux critique de mode, assis près de l'orchestre, se pencha vers sa voisine et murmura « Cette robe, elle est authentique, c'est une Célestin. »« Impossible, répondit-elle à voix basse. Il est mort il y a plus de 30 ans. Ses créations ont disparu. Pas toutes, visiblement. » Élodie marchait lentement, sans précipitation, ignorant les regards. Son visage, maquillé avec retenue, conservait la même expression de calme lucide. Elle ne souriait pas. Elle ne saluait personne. Elle avançait simplement, comme si elle connaissait ce lieu depuis toujours, comme si ce bal n'avait rien d'extraordinaire. Jean, au bout de la pièce, la vit enfin. Son verre manqua de lui échapper. Son esprit refusa un instant de reconnaître la femme qui traversait la salle. Il avait prévu le ridicule, l'inconfort, le contraste entre le luxe et la modestie. Mais ce qu'il voyait le dépassait. Elle n'était pas déplacée. Elle effaçait les autres, sans dire un mot. Elle s'arrêta près du grand escalier central. Une hôtesse confuse s'approcha timidement. « Mademoiselle Laurent, puis-je vous aider à vous orienter ? Ce ne sera pas nécessaire, merci. » Sa voix douce mais assurée rompit le sortilège du silence. Les conversations reprirent, mais à voix basse, nerveuse, curieuse. Les têtes se tournaient à nouveau. Une rumeur se propageait déjà. « Elle a été mannequin autrefois, non ? » « Non, je l'ai vue à un gala de Bordeaux, il y a 5 ou 6 ans. Elle accompagnait un collectionneur. Moi, je suis sûr qu'elle a des liens avec le monde de l'art. Cette robe, elle ne peut pas venir d'un simple friperie. » Dans un coin, Florence Chevalier, toujours l'œil acéré, souriait. « Jean, je crois bien que ton jeu vient de te dépasser, » souffla-t-elle à son oreille. Il ne répondit pas. Il fixait Élodie, tentant de la replacer dans le cadre qu'il avait construit. Mais elle ne rentrait plus dans aucune case. Il avait sous-estimé l'histoire qu'elle portait, confondu silence et soumission, discrétion et insignifiance. Élodie s'avança vers la table centrale, là où étaient servis les grands crus du domaine Morel. Elle prit une flûte, remercia d'un simple signe de tête le serveur pétrifié et s'écarta vers une alcôve tranquille. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle n'avait rien à prouver, et c'est précisément ce qui lui donnait toute la puissance de ce moment. Un photographe d'un grand magazine, invité à immortaliser la soirée, braqua discrètement son objectif sur elle. Il savait déjà que cette image, celle d'une inconnue en robe de légende, serait la plus marquante de la soirée, peut-être même de la saison. Pendant que les invités tentèrent de percer le mystère, Jean restait figé. Il comprenait lentement que ce qu'il croyait être un jeu avait réveillé une force qu'il ne contrôlait pas. Élodie n'était pas une pièce de théâtre à exposer.
elle était l'acte central. Et la nuit ne faisait que commencer. La musique avait repris, mais la salle ne vibrait plus au même rythme. Ce n'était plus la fête de Jean Morel, c'était la soirée d'Élodie Laurent. Tous les regards, qu'ils soient furtifs ou assumés, convergeaient vers elle. Les murmures, d'abord étouffés, s'étaient transformés en un ballet d'hypothèses effervescentes. L'élite réunie dans cette salle ne supportait pas de ne pas savoir. Dans un monde fondé sur les apparences, l'inconnu représentait une faille insupportable. Élodie, cependant, ne jouait aucun rôle. Elle ne cherchait ni à attirer ni à fuir l'attention. Elle se tenait là, parmi les invités, comme si elle n'avait jamais été ailleurs. Plusieurs s'approchèrent, sous prétexte d'un verre, d'un compliment, d'un souvenir lointain, et tous, sans exception, repartaient troublés. « Je vous ai vu à la présentation privée de la Maison Le Maire, en 2019, affirma une éditrice de mode au tailleur impeccable. Non, non, c'était à Bordeaux, à une vente aux enchères caritative. Elle accompagnait... Comment s'appelait-il déjà? Un diplomate, un type très discret, mais influent, affirma un industriel des cosmétiques. Personne ne tombait d'accord. Personne n'osait poser la vraie question. Et elle, toujours aussi calme, ne confirmait ni n'infirmava rien. Elle écoutait poliment, répondait par des phrases sobres, souvent ambiguës. Mais jamais elle ne révélait ce que tous brûlaient de découvrir. Jean, depuis l'autre extrémité de la salle, la suivait des yeux. Il ne participait plus aux conversations. Il ne riait plus. Son masque de mondain s'était fissuré. Chaque interaction entre Élodie et ses invités lui échappait. Elle renversait, par sa seule présence, les rôles qu'il avait si soigneusement définis. Il comprenait, à mesure que les minutes passaient, que la figure de domestique s'était effacée. Elle n'était plus l'employée silencieuse. Elle était devenue un mystère lumineux. Vers 23 heures, un frémissement particulier parcourut la foule lorsqu'un homme âgé, d'un port noble, s'approcha d'elle avec une lenteur respectueuse. Il s'agissait d'Antoine Lemoine, collectionneur influent, ancien ambassadeur et amateur reconnu de grands crus. Il était connu pour ne jamais se mêler aux rumeurs. Pourtant, ce soir-là, il s'inclina légèrement devant Élodie, comme on salue une ancienne amie. « Mademoiselle Laurent, ou devrais-je dire, la fille de Claude », murmura-t-il à voix basse mais audible pour les plus proches. Élodie hocha la tête, sans surprise. « Mon père vous portait une estime sincère, monsieur Lemoine. »« C'est moi une immense admiration pour lui, » répondit-il. « Il a disparu bien trop tôt. Ces vins, je n'en ai jamais retrouvé d'aussi purs. » Un silence gêné entoura leur échange. Tous les auditeurs, y compris Jean, prirent conscience que quelque chose d'essentiel venait d'être dit. Claude Laurent. Ce nom, oublié depuis des années, évoquait un énologue légendaire de la Bourgogne. Un artisan du vin, génial et discret, dont les cuvées confidentielles étaient réservées à quelques initiés. Sa disparition soudaine et celle de ses vins avaient alimenté de nombreuses spéculations dans les années 2000. Jean sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais fait le lien. Le nom Laurent ne lui avait rien évoqué. Il n'avait pas pris la peine de chercher plus loin. Pour lui, Élodie n'avait été qu'une domestique sans histoire. Mais à cet instant, il comprenait. Elle n'était pas venue par hasard. Elle n'avait rien à prouver, parce qu'elle appartenait déjà à ce monde, d'une manière bien plus authentique que lui. Florence, non loin de là, se tourna vers Jean. Voilà ce qu'on appelle une erreur de jugement. Elle n'a pas changé de monde ce soir, Jean. Elle est juste revenue dans le sien. Il ne répondit pas. Pour la première fois depuis longtemps, Jean Morel se sentait déplacé. Il avait tenté d'instrumentaliser une inconnue et il avait réveillé une légende. Élodie, quant à elle, reprit sa coupe de champagne et s'éloigna avec grâce. Elle n'avait rien revendiqué, rien imposé. Mais en une seule soirée, elle avait bouleversé l'équilibre d'un univers figé, et personne ne pouvait plus l'ignorer. La nuit avançait, mais le bal n'avait rien perdu de son intensité. Si les rires et les discussions se poursuivaient, ils avaient changé de nature. Le centre de gravité de la soirée avait glissé, subtilement mais irrévocablement, vers Élodie. Elle ne s'était pas imposée. C'était le silence des autres qui s'était creusé autour d'elle, la plaçant, malgré elle, au cœur d'un mystère que tous voulaient percer. Jean, toujours figé dans l'ombre des colonnades, observait. Il ne savait plus comment agir. Chaque tentative d'intervention lui semblait déplacée. Chaque mot risquait de trahir son ignorance. Il assista, impuissant, à la scène qui allait définitivement sceller sa défaite sociale. Antoine Lemoine, respecté pour son raffinement et son érudition dans le monde du vin,
s'approcha à nouveau d'Élodie. Cette fois, leur échange ne se fit pas à voix basse. Il voulait, d'une manière presque délibérée, que le cercle des connaisseurs entende. « Mademoiselle Laurent, ou puis-je dire simplement Élodie, je suis encore troublé par cette coïncidence. Depuis combien de temps êtes-vous revenue à Beaune ?»« Cela fait presque 2 ans, répondit-elle. « Et vous n'avez jamais cherché à reprendre les terres de votre père ? Je les ai reprises, mais pas de façon officielle. J'avais besoin d'apprendre d'abord, de voir ce que valait le monde sans mon nom. » Un murmure parcourut les convives. Jean sentit son cœur battre plus fort. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait accepté ce poste, pourquoi elle n'avait jamais manifesté de gêne. Elle n'était pas là par nécessité. Elle avait choisi l'ombre pour observer. Le moine continua, fasciné. « Et que reste-t-il de l'héritage de Claude? Avez-vous gardé ses ceps, ses méthodes? » ?»« Tout. Et j'ai ajouté les miennes. J'ai relancé la production en toute discrétion. Les premières bouteilles sortiront l'année prochaine. Serait-il possible d'en déguster une? Une seule, mais pas ici, pas ce soir. » Un sourire discret accompagna ces mots. Le message était clair. Ce qu'elle possédait ne serait pas jeté en pâture à une foule venue pour se montrer. Le moine s'inclina avec respect, comme s'il venait de recevoir une leçon de noblesse. Autour d'eux, plusieurs convives commencèrent à murmurer des mots plus lourds de conséquences: investissement, partenariat, potentiel. Certains, jadis tournés exclusivement vers Jean Morel, s'étaient détachés pour observer cette nouvelle étoile. Pas tapageuse, mais authentique. Son héritage avait un nom, son avenir désormais avait des témoins. Jean, quant à lui, sentait le sol se dérober. Il avait construit un empire sur la maîtrise des apparences, sur les alliances opportunes, sur une connaissance parfaite des codes. Et voilà qu'une femme qu'il croyait avoir placée là pour son amusement révélait un monde qu'il ne soupçonnait même pas. Il fit quelques pas comme pour la rejoindre, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il s'arrêta. Il ne savait plus qui elle était. Pire encore, il comprenait qu'il ne l'avait jamais su. Florence, qui l'avait vu hésiter, s'approcha à son tour. « Jean, tu vois maintenant, tu voulais la faire entrer dans ton jeu, mais elle n'a pas joué, elle a ramené les règles avec elle. » Il ne répondit pas. Il la regardait au loin, parlait avec calme à d'autres invités, croisait des regards sans chercher l'approbation. Il y avait dans ses gestes une assurance que même les plus riches n'avaient pas toujours. Cette nuit-là, la terre avait tremblé sous les pieds de Jean Morel, pas par fracas, mais par réajustement. L'ordre silencieux des choses avait changé, et dans le silence qui suivait chaque mot d'Élodie, le monde comprenait que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain du bal, le château Morel semblait figé dans une sorte de léthargie confuse. Le personnel, qui d'ordinaire s'activait dès l'aube pour effacer les traces de la veille, se déplaçait lentement, les gestes ralentis par l'écho encore vif de la soirée. Tout le monde savait que quelque chose avait changé. Pas seulement dans l'atmosphère, dans l'ordre invisible des choses. Jean Morel, quant à lui, s'était éveillé après une nuit sans sommeil. Il n'avait pas touché à une goutte d'alcool depuis le toast initial, et pourtant, il ressentait un vertige constant. Ce n'était pas la fatigue, c'était autre chose. Une perte de repère, une brèche dans l'image qu'il entretenait de lui-même depuis des années. Il revoyait sans cesse les scènes de la veille, les murmures, les regards détournés de ses anciens alliés, l'éclat tranquille d'Élodie, son calme imperturbable. Ce n'était pas un scandale. Ce n'était pas un affront, c'était pire, une remise en question silencieuse de tout ce qu'il croyait acquis. Il descendit au jardin, croisant des employés qui, d'ordinaire, s'effaçaient discrètement à son passage. Ce matin-là, certains lui adressèrent un regard incertain, presque interrogateur. Il sentit pour la première fois le poids de l'indifférence, celle qui naît quand la fascination s'éteint. En fin de matinée, il demanda à voir Élodie. Elle était dans l'ancienne serre, arrangée récemment pour les herbes et les fleurs de table. Lorsqu'il entra, elle ne sembla pas surprise. « Vous vouliez me voir, monsieur Morel ?» Il hocha la tête, mais resta silencieux un instant. Elle portait une tenue simple, comme toujours, mais il ne la regardait plus de la même façon. Il ne la regardait plus du tout comme une employée. « Je voulais comprendre, dit-il enfin. Pourquoi vous avez accepté de venir? Pourquoi vous êtes resté ici tout ce temps? » « Pour apprendre, répondit-elle. Vous avez bâti un empire sur la mise en scène. Il fallait que je voie ça de près. Jean serra les lèvres. Le cou portait, mais elle ne parlait pas avec mépris, juste avec lucidité. « Et maintenant ?» demanda-t-il.
Vous n'avez plus besoin d'apprendre, je suppose. Non. Maintenant, je suis prête. Il eut un rictus entre le sourire et le soupir. Je vous ai invité pour vous piéger, pour voir comment vous réagiriez. C'était cruel, peut-être. Non, ce n'était pas cruel. C'était prévisible. Elle planta ses yeux dans les siens, sans animosité, mais sans se dérober. Vous êtes comme beaucoup d'hommes puissants. Vous confondez silence et insignifiance, discrétion et faiblesse. Jean baissa les yeux. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui parlait ainsi. Et c'était aussi la première fois qu'il n'avait aucune réplique. Vous avez dit hier soir que vous aviez relancé la production de votre père. Mais pourquoi ici? Pourquoi dans mon ombre? Parce que j'avais besoin de comprendre ce qui avait détruit des hommes comme lui. Il n'était pas assez stratège. Il croyait que la qualité suffisait. Moi, je sais que le monde veut des histoires. Jean hocha lentement la tête. Il comprenait. Elle n'était pas seulement la fille d'un grand homme du vin. Elle était une nouvelle génération. Elle avait appris ses règles à lui pour les réécrire. Si je vous proposais de nous associer, je connais les circuits, les marchés. Je pourrais faire de votre nom une marque mondiale. Elle le regarda longuement sans sourire. C'est précisément ce que je ne veux pas. Vous voulez mettre mon nom en vitrine. Moi, je veux qu'il parle dans le verre. Il se tut. Ce refus n'était pas brutal. Il était définitif. Elle s'avança vers lui, tendit la main comme pour clore la conversation avec dignité. « Merci pour ce que j'ai appris ici, Monsieur Morel. » Ce fut instructif. Il lui serra la main, presque mécaniquement. Lorsqu'elle s'éloigna, il resta seul au milieu des aromates, respirant lentement un air qui ne lui appartenait plus. La chute de Jean ne fut pas spectaculaire. Elle ne fit pas la une des journaux. Elle se produisit dans le silence d'un château où l'ordre s'était inversé. L'homme au sommet ne l'était plus, pas à cause d'un scandale, mais parce qu'une vérité avait éclaté, sobrement, indiscutablement. Et désormais, plus personne ne riait de la domestique. Les jours qui suivirent la réception au château furent d'un calme trompeur. L'écho du bal se propageait pourtant au-delà des murs en pierre, bien au-delà des vignes bordant la propriété. Dans les cercles fermés de l'œnologie française, un nom ancien refaisait surface avec une force inattendue, Laurent. Mais cette fois, ce n'était pas Claude, le père disparu. C'était Élodie. Dès le lundi, plusieurs messages furent adressés au château. Non pas à l'attention de Jean Morel, mais de mademoiselle Laurent. Une journaliste de renom souhaitait une entrevue. Un investisseur espagnol, ayant assisté à la soirée, proposait un rendez-vous confidentiel. Un professeur d'agronomie de Dijon, intrigué par les propos échappés au bal, demandait à visiter le petit domaine qu'elle aurait relancé. L'attention n'était plus sur le magnate Morel. Elle s'était déplacée, subtilement, mais définitivement. Dans le silence de son ancienne chambre de domestique, Élodie ouvrait un à un les plis et les courriels, lisant sans empressement. Elle ne se précipitait pas, ne s'enthousiasmait pas. Elle triait, discernait, jaugeait. Elle savait que ce qui venait à elle maintenant n'était pas le fruit du hasard. C'était la conséquence directe de l'équilibre qu'elle avait choisi de renverser. Le domaine Laurent, hérité par voie directe après la mort de Claude, n'était pas vaste. Une dizaine d'hectares seulement, dissimulés dans une vallée étroite au sud de Beaune. Mais les terres, laissées en sommeil pendant plusieurs années, avaient été conservées avec soin. Élodie, dès son retour en Bourgogne, les avait remises en activité discrètement, sans publicité. Elle avait repris les méthodes de son père, noté ses carnets, reformulé ses intuitions. Elle avait travaillé seule, parfois avec l'aide de 2 anciens ouvriers de son enfance. Pas de mécène, pas de photographe, juste le vin. Ce vin, précisément, commençait à circuler dans l'ombre. Quelques bouteilles, offertes à des amis de confiance, avaient traversé Paris, Bordeaux, même Londres. Et les réactions, toutes, étaient identiques. Stupéfaction. Un pinot noir d'une pureté rare, un équilibre entre force et souplesse, une signature en bouche que les connaisseurs comparaient déjà au grand cru de Romanée Saint-Vivant. Sauf que ce vin n'était pas commercialisé. Il était une promesse. Lorsque Antoine Lemoine envoya un mot manuscrit, demandant à déguster ce vin dans un cadre privé, Élodie accepta. Elle le reçut chez elle, au domaine, sans faste. La rencontre fut brève mais décisive. L'homme, réputé inflexible, en ressortit bouleversé. Quelques jours plus tard, dans une réunion à huis clos au sein d'un comité d'investisseurs de la rive droite parisienne, il prononça une phrase restée célèbre.
Nous avons bu trop de vin prétentieux. Ce que j'ai goûté chez Élodie Laurent n'est pas un vin. C'est une mémoire vivante. La nouvelle circula comme une onde souterraine. En quelques semaines, ce nom ignoré ou oublié devenait un murmure obsessionnel. Les sommeliers demandaient, les distributeurs tentèrent de localiser la production, les journalistes creusèrent la lignée. Et tous tombaient sur le même constat. Elle avait travaillé chez Jean Morel, comme domestique. Pour Jean, ce fut un coup plus dur que tous les autres. Il regardait son monde lui échapper, non pas par éclat ou trahison, mais par mérite. Il avait voulu faire d'elle un spectacle. Elle était devenue une légende. Il se surprenait à parler d'elle dans ses rendez-vous, à feindre la proximité, à raconter qu'il l'avait vue évoluer, toujours pressenti quelque chose. Mais cela ne trompait personne. Ceux qui avaient assisté au bal savaient, et ceux qui n'y étaient pas en entendaient les échos. Une semaine plus tard, Jean tenta un dernier geste. Il fit livrer chez elle un coffret en bois sculpté, contenant une rareté de ses caves personnelles, un clos de 25 ans, jamais mis en vente. Il y avait une carte, brève. Ce vin a été ma plus grande fierté. Qu'il vous accompagne dans ce qui devient, à l'évidence, un parcours singulier. J.M. Élodie ne répondit pas, mais elle versa une coupe à un vieil ouvrier, l'un de ceux qui avaient connu son père. Et tous deux trinquèrent au crépuscule, dans le silence d'une grange en pierre, là où le vin n'est pas un symbole, mais une vérité. L'automne avançait en Bourgogne, teignant les vignes d'or, de cuivre et de feu. Le vent portait l'odeur de terre humide et de moût en fermentation. Dans ce paysage ancien, la trajectoire d'Élodie Laurent prenait une tournure inattendue. Elle n'était plus une curiosité, elle devenait une référence. Après la dégustation privée avec Antoine Lemoine, les sollicitations s'étaient multipliées. Pas de manière tapageuse, mais ciblée, précautionneuse. Certains collectionneurs proposaient des précommandes sans même connaître les volumes disponibles. Des restaurateurs étoilés envoyaient des sommeliers en éclaireurs. Même des maisons de luxe flairant un potentiel d'image tentaient une approche. Élodie, fidèle à elle-même, répondit avec discernement. Elle acceptait certains rendez-vous, refusait d'autres. Jamais de précipitation, jamais de compromis. Elle n'avait pas besoin d'une notoriété rapide. Ce qu'elle construisait reposait sur un socle plus ancien, plus solide, la maîtrise, la patience, l'intégrité. Un matin, elle reçut une invitation inattendue, une conférence sur l'évolution des pratiques viticoles organisée par l'Institut de l'œnologie de Dijon. On lui proposait non seulement d'y assister, mais d'y intervenir comme oratrice invitée. Le message était clair, elle n'était plus une élève, elle devenait une voix. Dans la salle de conférence, remplie de professeurs, de chercheurs, de vignerons chevronnés, elle prit la parole avec la même sobriété qu'elle montrait depuis toujours. Pas de discours fleuri, pas de spectacle. Elle parla de son père, des méthodes qu'il avait expérimentées, des erreurs qu'il avait payées cher. Elle parla aussi de ce qu'elle avait vu chez les autres. L'obsession du paraître, la standardisation, la marchandisation du goût. Le vin, dit-elle, n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être sincère. Applaudissements sobres, mais durables. Après la conférence, plusieurs figures influentes vinrent à elle, non pas pour la féliciter, mais pour la consulter. Elle était devenue une référence discrète, et cela, dans le monde exigeant du vin, valait plus qu'un prix ou une médaille. C'est dans ce contexte que Jean Morel tenta un rapprochement officiel. Il demanda un rendez-vous, cette fois sans détour, et proposa de venir au domaine. Élodie accepta, sans enthousiasme. Il arriva en voiture noire, seul. Lorsqu'il descendit, il jeta un regard circulaire aux terres entourant la maison en pierre rénovée. Ce qu'il vit n'était pas de la grandeur tapageuse, mais une harmonie rare. Il y avait là une maîtrise du détail qui lui échappait, une humilité puissante. Ils s'assirent de face à face sous une tonnelle recouverte de vignes vierges. Elle ne proposa pas de vin. Il ne demanda pas. « Je suis venu pour vous parler d'un projet, dit-il. Je vous écoute. J'ai réfléchi à ce que vous avez bâti ici. Ce n'est pas seulement du vin, c'est une marque, une philosophie. Et je pense que cela mérite un déploiement plus vaste. Je pourrais vous ouvrir des portes, vous faire entrer dans les circuits les plus sélects. Nous pourrions créer une maison ensemble. » Laurent N. Morel. Élodie le regarda, calme. Elle prit quelques secondes avant de répondre. « Je n'ai rien à prouver à ces circuits. Et vous ne pouvez pas porter mon nom sans le dénaturer. » Jean inclina la tête, lentement. Il ne tenta pas de la convaincre davantage. Il savait.
Il comprenait que ce n'était pas une opportunité qu'il proposait. C'était un aveu d'impuissance. Alors pourquoi m'avoir reçu? Pour que vous le disiez vous-même, pour que vous sachiez que je n'ai plus besoin de vous craindre. Un silence. Puis elle ajouta sans agressivité, « Le vin que vous produisez est parfait. » Mais il ne raconte rien. Il se leva, un peu plus léger malgré tout. Il la salua, cette fois avec sincérité. « Bonne chance, Élodie. Vous n'en aurez pas besoin, mais je vous la souhaite quand même. » Et il repartit, laissant derrière lui pour la première fois un domaine qui le dépassait. Le printemps suivant, la lumière douce de la région lyonnaise baignait les verrières élégantes de la foire internationale des vins de prestige. L'événement, qui réunissait chaque année les plus grands noms du monde viticole, était attendu avec ferveur. Les allées s'animaient de discussions techniques, de toasts mesurés, de signatures discrètes entre investisseurs, distributeurs et producteurs. Au centre du pavillon principal, un stand attirait les regards. Modeste par sa taille, presque austère dans sa présentation, il se démarquait par une foule constante de visiteurs. Une simple plaque portait le nom « Domaine Laurent ». Une femme au geste calme et à la voix posée y présentait, avec une précision humble, la première cuvée officielle issue des terres de son père, Mémoire nocturne. Élodie Laurent, désormais reconnue comme la descendante d'un savoir-faire oublié, n'avait pas changé sa manière d'être. Ni maquillage ostentatoire, ni tenue d'apparat. Elle arborait une blouse de lin, une chaîne discrète autour du cou et un badge sans titre. À ceux qui l'interrogeaient sur ses origines, elle répondait simplement « Je suis revenue à ma source ». La presse spécialisée lui consacra plusieurs pages, non pas pour le sensationnalisme de son histoire, mais pour la qualité indéniable de ses vins. Les critiques, unanimes, évoquaient un renouveau de la Bourgogne, une renaissance de l'émotion dans un marché saturé de perfection technique. Ce n'est pas un vin qui cherche à plaire, c'est un vin qui sait qui il est, déclara un œnologue réputé après dégustation. Pendant ce temps, Jean Morel circulait parmi les stands. Il n'était pas invité en tant que vedette cette fois. Il n'avait pas de nouvelles cuvées à présenter. Il n'était pas à la tête d'un panel. Il assistait, simple visiteur, à la réorganisation silencieuse du monde qu'il avait cru maîtriser. Lorsque ses pas le menèrent au stand du domaine Laurent, il s'arrêta, quelques mètres en retrait. Élodie le vit. Elle ne fut ni surprise ni troublée. Elle le salua d'un léger signe de tête. Il répondit respectueusement. Il n'avança pas davantage. Il ne s'imposa pas. Il observa quelques instants, puis s'éloigna. Ce bref échange dépouillé de mots contenait ce que des années de paroles n'avaient pas su transmettre. Un respect né du dépassement de soi. Ce soir-là, lors du dîner de clôture, Élodie fut invitée à prendre la parole. Les grands noms étaient là, assis sous les verrières, verre en main. Elle remercia ceux qui l'avaient soutenue, mais aussi ceux qui l'avaient ignorée. Être invisible m'a appris à écouter, à regarder et à comprendre ce qui, dans le vin, se transmet sans jamais s'écrire. Elle évoqua son père, la patience, le sol, la mémoire des gestes. Elle ne parla ni d'ambition ni de revanche, juste de respect, celui que l'on doit à la terre et à ceux qui n'ont pas besoin de parler fort pour exister. Dans la salle, certains baissèrent les yeux. D'autres, comme Jean Morel, levèrent leurs verres, non plus par convenance mais parce qu'ils savaient. Il n'y avait plus rien à prouver. La boucle était bouclée. Élodie était entrée dans leur monde sans fracas. Elle en était devenue la conscience. Et dans ce silence qu'elle avait toujours habité, le respect s'était installé pour ne plus jamais repartir.